Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'interminable attente de la libération des leaders de la crise anglophone. Cet espoir ne tient qu'à un fil dans les couloirs de la justice où le flou persiste sur le sort réservé aux leaders et activistes de cette crise qui ne cesse de se radicaliser à tel point que le spectre d'une année scolaire blanche hante déjà le gouvernement. À cette occasion de la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon, vous verrez dans ce journal comment plusieurs établissements scolaires publics présentent encore des visages lugubres et des campus impraticables et insalubres pour des enfants qui s'apprêtent à renouer avec le chemin de l'école. Et à 2 jours de la fin des inscriptions sur les listes électorales, plusieurs Camerounais se bousculent dans les centres-villes, notamment à Douala, pour faire entendre leur voix pour l'année électorale prévue en 2018. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une interminable attente pour la libération des leaders et activistes interpellés dans le cadre de la crise anglophone. Cet espoir ne tient qu'à un fil dans les couloirs de la justice où ce jour, une décision était attendue pour une mise en liberté sous caution, mais le flou continue de persister autour du sort réservé aux leaders de cette crise anglophone. Nos reporters étaient présents sur les lieux. Des précisions avec Guy Zogo et Emmanuel Diop dans ce reportage. C'est une journée d'attente qu'on aura vécue ici au tribunal de grande instance d'Umfundi aujourd'hui dans le cadre de l'affaire des leaders anglophones emprisonnés. Prévu initialement à 10h, puis à 14h, c'est finalement à 17h30 qu'en guise d'audience, la présidente du tribunal de grande instance d'Umfundi a reçu les conseils de la défense dans son cabinet et il en est ressorti une information principale. L'affaire est renvoyée pour le 5 septembre prochain. Mais pour en arriver là, il a fallu d'abord une protestation véhémente des conseils de la défense. Alors qu'il était 15h, ils se sont rendus dans le cabinet du procureur du tribunal de grande instance d'Umfundi pour protester contre le fait que le procès prévu pour démarrer à 10h n'avait toujours pas commencé depuis 5h. Et finalement, c'est à 17h30 que la présidente du tribunal a bien voulu les recevoir pour envoyer l'affaire. Il faut savoir que la défense dans l'affaire des leaders anglophones emprisonnés demande la remise en liberté provisoire de ceux-ci selon l'habeas corpus. L'habeas corpus qui est une disposition de la common law qui prévoit que les prévenus puissent être mis en liberté contre paiement d'une caution. C'est depuis juin dernier que cette demande a d'abord été formulée auprès du tribunal militaire, rejetée, et puis cette fois-ci, selon les prescriptions du Code de procédure pénale, seul le tribunal de grande instance d'Umfundi est donc habilité à connaître de cette affaire. En septembre prochain, on en saura donc davantage sur le sort réservé à ces leaders anglophones qui restent emprisonnés à Kondengui aujourd'hui. Emmanuel Diop, Guy Zogo, au tribunal de grande instance d'Umfundi à Yaoundé pour Equinox Télévision. Et ce maintien des leaders de la crise anglophone en prison ne cesse de radicaliser le mouvement de contestation sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, à tel point que le spectre d'une année scolaire blanche hante déjà le gouvernement camerounais. Et lors d'une sortie du ministre de la Communication, il a fait savoir que le gouvernement compte montrer les muscles et employer la méthode forte pour garantir une rentrée scolaire en toute sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le ministre de la Communication qui a également évoqué de nombreuses mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif anglophone dans ces 2 régions, mais aussi dans le reste du pays. Et toujours dans ce chapitre consacré à l'éducation, à quelques jours de la rentrée scolaire, plusieurs établissements scolaires publics présentent des visages lugubres, des campus insalubres et impraticables
pour des élèves qui doivent pourtant reprendre le chemin de l'école dans quelques jours. C'est le constat que fait Flavien Valodongo dans ce reportage. Si cette école était destinée à l'aviculture, on élèverait des poissons dans ces petits lacs. Malheureusement, nous sommes à l'école primaire d'application Petit Dios à Douala, capitale économique du Cameroun. Envahi par des herbes qui discutent l'espace de vie avec le personnel, des salles de classe abandonnées et dans un état de délabrement très avancé, une autre par contre transformée en un atelier de menuiserie. C'est le visage que présente cet établissement public primaire qui entend accueillir les élèves le 4 septembre prochain, par ailleurs, jour de rentrée scolaire au Cameroun. Cette école n'avait pas cette physionomie, mais aujourd'hui, les murs sont délabrés, l'eau ne circule même pas, les caniveaux sont bouchés, tout est dans l'eau. L'école est dans l'eau, mais les herbes ont poussé, regardez vous-même. Ça ne me donne pas l'envie d'inscrire mon enfant ici. Cette année-là, non, je suis désolé. Le parent qui manifeste son indignation se souvient que cette école primaire publique, située en plein cœur de Bonandio à Douala, aurait formé certains dirigeants du pays qui semblent ne pas s'inquiéter à son état physique qui s'apparente à une école de l'arrière-pays. L'école Jos, c'est au cœur de la ville de Douala. Et quand on parle de la ville de Douala, c'est la capitale économique, là où la porte d'entrée, vraiment c'est honteux. Pourtant un milieu qui a formé énormément de grands cadres de ce pays. Des élèves vont-ils entamer des cours le 4 septembre prochain dans cet environnement insalubre? Dans l'une des directions des groupes, on spécule. Les lacs, nous ne savons pas comment les gérer pour l'instant. Bon, on s'est dit que, avec peut-être l'aide de la communauté urbaine, on pourra gérer cela. Et dit que d'ici lundi, nous serons à jour sur ces côtés propreté, ne vous inquiétez pas. À l'école publique d'application d'Akwa à Douala, au-delà des herbes qui tutoient les salles de classe, une partie de la cour, occupée par les activités de la communauté urbaine de Douala, a été transformée en un lieu de fabrique de briquettes et abandonnée par la suite. Oui, c'est tout un chantier que nous avons emprunté à la communauté urbaine par rapport aux travaux de réhabilitation de la rigole qui passe à l'extérieur. Ils ont déjà envoyé une équipe depuis ce matin, c'est la pluie qui les a empêchés de dégager. Donc plus tard lundi, nous souhaitons et nous espérons que ce sera fait. Toute chose qui pourrit l'environnement de cette école qui entend recevoir des apprenants dès le 4 septembre prochain, si rien n'est fait. De nombreux doutes persistent également sur le démarrage effectif du train de la rentrée scolaire à Bikok, dans cette localité située dans le sud. Aucun aménagement n'a été effectué sur les toitures endommagées des bâtiments du lycée bilingue de Bikok dans la région du Sud. Vous le voyez en image, depuis octobre 2016, les élèves et enseignants ont du mal à travailler à la merci des intempéries et rien n'a été fait pour aménager ces toitures endommagées des bâtiments du lycée bilingue de Bikok dans la région du Sud. Et c'est dans ces circonstances que les élèves doivent reprendre le chemin des classes le 4 septembre prochain. C'est une désillusion totale pour des extemporaires du chantier naval et industriel du Cameroun, après avoir manifesté durant plusieurs jours devant le ministère du Travail à Yaoundé pour dénoncer la mauvaise répartition de leurs droits. Ils ont été insatisfaits des quelques solutions gouvernementales, lesquelles ne donnent aucune garantie à moyen terme du paiement intégral de leurs droits. Mécontents, ces extemporaires du chantier naval et industriel du Cameroun comptent saisir le Premier ministre, Élisée Bogba et Marcelin Gansop. C'est en rang serré que les extemporaires du chantier naval ont investi l'une des entrées des services du Premier ministre après un sitting au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Depuis la semaine passée, nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe. Et nous sommes ici là. Avant d'arriver ici, non pas de quelque part, nous sommes quittés du Premier ministère pour le ministère du Transport. Le ministère du Transport, il nous a ordonné ici. Et si on arrive ici, on n'a pas gain de cause, on doit se rapprocher près du Premier ministère. Ils sont venus dire de vive voix à Philémon Yang que le dossier de régularisation de leur paiement n'avance pas. Une commission de discipline ad hoc a pourtant été créée le 9 janvier 2015 avec pour mission principale de statuer sur les irrégularités qui ont émaillé le paiement des droits de ces extemporaires. Depuis lors, les réunions se sont multipliées pour finalement accoucher d'une souris, selon ces extemporaires. On a eu à payer les extemporaires. On a commencé à payer des extemporaires en 2010 jusqu'en 2012. Il y a toujours eu des irrégularités.
Donc après cela, ils ont sorti une commission en 2015, toujours statuée sur le personnel extemporaire. Nous avons vraiment besoin d'entrer en possession de nos droits. Parce que ça a été très mal fait. Parce que s'il y a eu une première commission, où il y avait un comité ad hoc, et maintenant on se retrouve dans une deuxième commission, et on se retrouve dans une troisième commission, où on nous fait signer sur les papiers volants. Au premier ministère, il leur a été demandé de constituer une équipe de délégués pour une éventuelle rencontre avec le chef du gouvernement. Quant aux autres extemporaires, le sous-préfet de Yaoundé 3, appuyé par les forces de l'ordre, s'attelait, lorsque nous quittions les lieux, à les disperser dans l'attente de ce qui sortira des échanges à l'immeuble Étoile. Mais déjà, dans un communiqué sanctionnant la concertation qui s'est tenue au ministère du Travail et signé du secrétaire général, on retient deux choses. C'est que les travailleurs qui n'ont jamais été pris en charge dans la liquidation des droits des extemporaires du chantier naval doivent saisir par requête individuelle dûment signée l'inspection du travail du littoral qui se chargera de transmettre la liste des requérants au chantier naval dans les meilleurs délais afin que celui-ci se prononce au cas par cas. Comme deuxième recommandation, les extemporaires qui dénoncent les irrégularités dans le traitement de leur dossier sont invités à saisir les juridictions compétentes conformément à l'article 39, alinéa 3 du Code du travail pour en demander l'annulation. Ce que les extemporaires concernés n'entendent pas de cette oreille. Dans le reste de l'actualité, la prison centrale de Bafoussam vit elle est elle aussi confrontée à une surpopulation carcérale. Environ 1000 détenus vivent dans la promiscuité et la précarité. Dans ce pénitencier vétuste, de simples prévenus constituent la moitié des détenus. Ils vivent l'enfer carcéral sans l'espoir de respirer un jour un air de liberté. Dalaf Tiana et Jean-Paul Chouniat. Entrée en service en 1973, la prison centrale de Bafoussam, comme le reste à travers le pays, croule sous le poids de l'âge. En 44 ans d'existence, de profondes rides révèlent à tout visiteur la vieillesse de ce pénitencier. Les signes ambiants de promiscuité dans sa cour principale laissent transparaître l'inconfort des dortoirs, cuisine, toilettes, interdits aux caméras de télévision. Dans cette atmosphère ultra polluée, malbouffe, eau usée et autres déchets mettent à mal la vie des détenus à la santé précaire. L'autre malaise né au fil des années dans ce milieu carcéral, c'est sa surpopulation. Construite pour accueillir moins de 500 personnes, la prison de Bafoussam compte à ce jour plus de 1000 détenus, en majorité prévenus, en attente de jugement depuis de longs mois, ou parfois victimes d'abus judiciaires. Il y a plusieurs détenus qui sont encore là parce qu'ils n'ont pas payé de temps. Et ça, c'est notre préoccupation principale. Nous recueillons tous ces cas, les cas qui n'ont pas d'assistance judiciaire. Et nous voyons par même qu'ils ne sont pas jugés parce qu'il faut d'avocats pour témoigner. Depuis quelques mois donc, l'association Avocats sans frontières humanitaires sillonne les prisons du pays pour mener des consultations juridiques et statuer sur le cas de chaque détenu. Nous diagnostiquons la situation carcérale de chaque détenu. Par rapport au problème que nous exposons, on a une série de questionnaires qu'on recueille et puis les informations qu'on va en commission statuer sur les cas qu'on doit prendre en charge. À ce jour, la prison centrale de Bafoussam compte 1000 pensionnaires, dont 30 femmes et 35 mineurs, sous la surveillance d'un personnel en sous-effectif. À quelques heures de la fin des inscriptions sur les listes électorales, on note un certain frémissement chez les potentiels électeurs, notamment dans le centre-ville de Douala où des Camerounais se mobilisent pour faire entendre leur voix lors des prochaines échéances électorales. Reportage Mitterrandam et Kate Diarra. C'est la grande affluence dans de nombreux points d'inscription et les CAM. Au lieu dit Bépondamala, dans le 5e arrondissement, de nombreux citoyens retardataires se sont passés le mot. D'aucuns, attentifs à l'actualité, n'ont pas voulu passer sur l'occasion, tandis que d'autres se sont laissés convaincre par des militants de mouvements politiques, à l'instar de cette dame, qui va ramener avec elle de nombreuses ménagères. On a fait la descente sur le terrain et on a bien sensibilisé les militants. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on aura plus de 500 militants qui vont s'inscrire. Il est vrai que c'est la dernière heure, mais comme disent les anglophones, la last time. À Douala Premier, au point fixe installé en face de l'hôpital de district de Daïdo, les citoyens s'enchaînent, avec chacun leur raison. Bon, les années intérieures, je n'étais pas intéressé.
vu la politique en cours. Mais l'année-ci, je ressens le besoin parce que je veux vraiment le changement. Et je vois que le changement passe d'abord par s'inscrire de 1 et de 2 voter. S'ils ont attendu les derniers jours pour venir s'inscrire, il n'en demeure pas moins vrai que de nombreux Camerounais ont compris le sens véritable de cette action. C'est un pays jeune, 125 millions d'habitants avec plus de 60% de jeunes. Et si on reste, on ne s'inscrit pas, on dit que tout sera toujours comme avant, rien ne va changer. Le changement peut être positif et négatif. Donc c'est à nous maintenant, la population, de savoir quel changement sera bon pour nous. Du côté des LECAM, on rassure. L'engouement des derniers jours ne causera pas de difficultés dans le système, l'appareil étant habitué à ce genre d'affluence. Dès le dernier mois, c'est-à-dire dès le mois d'août, mais un dispositif particulier est pris pour gérer le phénomène parfaitement connu de l'engouement de la dernière heure. De nombreuses dispositions ont été prises. Une accélération de la cadence du déploiement de nos équipes sur le terrain. C'est pratiquement tous les jours, de lundi à dimanche, et jusqu'à des heures particulièrement avancées, que nos équipes se déploient sur le terrain à l'effet de ratisser le plus large possible et donner aux Camerounais qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu s'inscrire entre le temps, de le faire. Passer l'étape des inscriptions et les CAMA jusqu'au 30 décembre plus tard pour promulguer les chiffres officiels. Les données ont été définies par le législateur. Il y a des dates bien précises qui obligent l'élection du Cameroun au 30 décembre au plus tard à mettre à la disposition du public le fichier électoral définitif. En attendant cette date, les citoyens inscrits pourront déjà se rendre dans leurs différents points pour entrer en possession de leur carte d'électeur. À la différence des années passées, il y a une nette évolution. En quelques jours, il est possible désormais pour les électeurs qui s'inscrivent d'entrer en possession de leur carte. 2018 pourrait être une année électorale sous haute tension, mais des femmes envisagent déjà d'épargner le pays des conflits nés de cette période électorale. Elles viennent de se réunir à Yaoundé dans le cadre d'une causerie éducative sur le rôle des femmes dans la préservation de la paix en période électorale. Joël Essengue et Ike Cyril. 2018 s'annonce avec son cortège de consultations électorales. Les femmes s'organisent pour prévenir les conflits que pourraient engendrer ces joutes électorales. La femme a un triple rôle. Le rôle reproducteur, le rôle producteur et le rôle communautaire. C'est elle qui donne naissance aux enfants. Et à ce titre, elle peut agir, elle peut avoir un impact en termes d'éducation qu'elle donne à l'enfant. Elle peut influencer en tant qu'éducatrice. Les valeurs qu'elle enseigne, les valeurs qu'elle donne aux enfants, à son entourage, peuvent permettre à la femme d'impacter, de transformer positivement son entourage. La femme agit à plusieurs niveaux. C'est elle qu'on va retrouver à l'église, c'est elle qu'on va retrouver à la chefferie dans les réunions. Et généralement, elle prend la parole. À ce moment, elle peut prendre la parole pour appeler les gens à revenir à des meilleurs sentiments en cas de conflit, ou alors à utiliser des méthodes non violentes. L'initiative est portée par la section Cameroun de Women International League for Peace and Freedom. Une initiative bien accueillie par les pouvoirs publics, dont les efforts en matière de préservation de la paix en période électorale ont souvent été infructueux. La paix n'est pas une donnée préétablie, on la construit tous les jours. On construit la paix tous les jours. Notre rôle, le rôle du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, consiste à montrer aux femmes l'importance de la paix dans notre pays, comment on la construit au quotidien, à travers la préservation et la prévention des actes de violence dans la famille. Pour bien faire passer le message, une causerie éducative a rassemblé des femmes des différents arrondissements de la ville de Yaoundé. À l'occasion, il a été annoncé la création d'une cellule de veille chargée de recevoir des alertes avant, pendant et après les élections. Cette initiative est menée par la plateforme Femmes Camerounaises pour les élections pacifiques que coordonne WILF. Nous recevons déjà des coups de fil du terrain. Ça, c'est notre propre numéro, mais nous allons avoir des lignes qui seront ouvertes pour permettre à tous les acteurs de saisir la salle de veille en cas de pépin. Femmes camerounaises pour des élections pacifiques, c'est le credo de WILF Cameroun. L'organisation mène également un plaidoyer pour la mise en œuvre de la résolution 1325, qui traite de l'implication des femmes
dans les processus de préservation de la paix. Des plateformes des personnes handicapées et associations de commerçants comptent également faire entendre leur voix lors des prochaines élections au Cameroun. Elles mobilisent toutes ces couches sociales afin qu'elles s'inscrivent sur les listes électorales. Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Les personnes handicapées ont su saisir la balle au bon pour s'inscrire sur les listes électorales. À l'initiative de l'Association des parents et amis solidaires du handicap, plusieurs postes d'inscription ont été déployés au quartier Toguébé, dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Les handicapés sont des humains et par le fait même, ils ont le droit au vote parce qu'ils ne vivent pas à la périphérie du monde. Mais comme nous vivons chaque jour avec eux, nous connaissons les difficultés auxquelles ils sont en but. Ils ne se déplacent pas facilement et c'est pourquoi nous avons estimé que comme la clôture c'est le 31, il faut qu'on se batte pour les regrouper, pour qu'ils soient aussi partie intégrante de ce que nous faisons dans le pays. J'invite tous les handicapés, des handicapés visuels, à venir s'inscrire et à prendre leur carte d'électeur pour jouer pleinement leur rôle de citoyen. La cible ne s'est pas faite prier pour accomplir ce devoir civique. Nous pensons que c'est participer à la chose publique et le voter est un droit absolu de tous les citoyens. Le premier moyen de participation, forcément, c'est le droit de vote, qui est à la fois un droit et un devoir, bien sûr. Et il faudrait noter aussi que le nombre de personnes handicapées au Cameroun aujourd'hui constitue une masse électorale importante. Nous pouvons, par notre effectif, influencer considérablement le processus électoral. Au marché Mokolo, dans le 2e arrondissement, la mobilisation annonçait également les couleurs d'une course contre la montre. L'Association des sauveteurs du Cameroun a cru devoir mobiliser ses membres. Et nombreux sont ceux qui se sont bousculés au poste d'inscription, motivés par l'artiste mathématique de Petit Pays. Mon rôle, c'est mobiliser tous mes camarades à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis plus de 3 mois que nous menons ce travail au marché de Mokolo et dans toutes les régions de notre pays. Donc les sauveteurs sont prêts. Le moment opportun, nous allons démontrer à travers les urnes que nous, on s'est valablement préparés pour cette élection. À 48 heures de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, il est qu'en fait feu de tout bois pour enrôler le maximum de retardataires. Ainsi, les églises, les marchés, les grands carrefours et autres lieux de rassemblement populaire sont mis à contribution pour les besoins de la cause. Le bilan sera fait au lendemain du 31 août 2017. Parlons à présent de la consommation excessive de l'alcool sur le continent africain. Selon l'OMS, le Cameroun fait partie du top 12 des pays africains où l'alcool est très consommé. Et tenez-vous bien, le Gabon enregistre parmi sa population 9 litres d'alcool consommés en une année par un seul individu. Selon les chiffres évoqués par le Gabon, qu'est-ce qui est évoqué par l'OMS, qu'est-ce qui explique cette consommation excessive d'alcool sur le continent africain? Élément de réponse avec Warren Zede et Sylvestre Hippolyte Zangao. Des tables envahies de bouteilles de bière. De telles images sont fréquentes au Cameroun et dans d'autres pays africains. La consommation abondante d'alcool sur le continent amène régulièrement l'OMS à tirer la sonnette d'alarme sur les dangers liés à la consommation abusive de l'alcool. L'Organisation mondiale de la santé fait d'ailleurs un classement des pays africains qui s'illustre par une grande consommation d'alcool en se basant sur le nombre de litres ingurgités par un individu en une année. Le Cameroun y arrive à la 12e place avec au moins 5 litres d'alcool consommés par un Camerounais par an. Le Gabon arrive en tête de ce classement africain. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un Gabonais consomme au moins 9 litres d'alcool en une année, ce qui classe également le pays deuxième mondial, juste derrière la République tchèque. L'Afrique est donc bel et bien dans le hit parade. Et selon le sociologue Bertrand Magloire Ndogmo, plusieurs raisons expliquent cette réalité. Il y a 3 fonctions essentielles que remplissent la consommation massive et excessive de l'alcool en Afrique. La première est une fonction de refuge, une fonction qui permet aux jeunes ou aux consommateurs de manière générale de trouver un refuge dans les espaces jouissifs comme ces espaces de consommation d'alcool. La seconde fonction est une fonction de consolation, une fonction psychologique qui permet à celui qui consomme
de se mettre à la hauteur de la consommation dans la mondialisation. C'est-à-dire que plus il consomme, plus il se sent à la hauteur de la mondialisation. Il sent qu'il a un certain standard de vie que la vie quotidienne ne lui offre pas, mais qu'il peut s'offrir en l'espace de quelques instants de consommation de bière. La deuxième fonction est une fonction qui est une fonction de voile, qui est psychosociale et avec des aspects aussi politiques. Le niveau de vie précaire de manière générale, c'est une vie sans emploi, c'est une vie sans enfants, c'est une vie sans mariage, c'est une vie sans accès aux soins sanitaires. Quand on s'y réfugie comme ça, c'est un peu comme de la drogue. On voit dans des milieux de grande paupérisation, comme les prisons ou dans la rue, quand on consomme des stupéfiants, on se sent dans un état second. C'est exactement la même chose. En 2016, un autre rapport de l'Organisation mondiale de la santé indiquait qu'en Afrique, entre 2001 et 2015, le taux de maladies liées à la consommation excessive d'alcool a augmenté de 14%. Parlons à présent de ces consultations médicales gratuites organisées pour des couches sociales défavorisées. C'est l'une des activités menées en cette période des fins des vacances dans certaines localités situées dans le Nyong-Ekele. Reportage Étienne Pascal Azégué. C'est une véritable manne qui est tombée du ciel pour les populations du village Sompoa dans l'arrondissement de Biwa. Elles qui ont pu se faire consulter, dépister et même se soigner gratuitement par une équipe de médecins et médecins spécialistes venus de Yaoundé. Certains patients qui traînaient depuis des lustres certaines pathologies graves, faute de moyens financiers, ont été traités. Je suis parti à l'hôpital de la Caisse, ils m'ont demandé 12 000. Les frais de l'opération, il n'y avait pas moyen. L'agent de transport même quittant du village Songa pour Yaoundé, c'est 7 000 francs aller et retour, plus 12 000 francs. J'étais défaillant, un villageois. Vivant au village, il n'y avait pas de moyens. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre aujourd'hui dans la vie de ces anciens malades. J'ai retrouvé ma santé sans souffrance. Aucune souffrance, avec tout le médicament complet. Les problèmes des yeux, j'ai ça pendant des années. Mais j'ai eu les lunettes et les remèdes. D'après des ophtalmologues, certains patients présentaient même déjà des cas graves pouvant aboutir à la cécité. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à tenir la Bible pour lire, les journaux pour lire. Aujourd'hui, ils sont soulagés à travers les quelques corrections qu'on a faites. Cette campagne de soins et de dotation de médicaments gratuits rentre dans le cadre des activités marquant la fin des vacances à Sompoa. La finale de football à laquelle prenait part le prophète du Nyong-Ekele a été une occasion pour ces derniers d'inviter les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Un seul message, c'est le message de l'administrateur que je suis. Je ne fais pas de message politique. Je convie les jeunes en âge de voter, de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ainsi, ils pourront choisir librement leurs leaders et leurs représentants. Tandis que de son côté, l'autorité traditionnelle invitait son peuple à plus de solidarité. J'ai lancé un appel tout à l'heure à l'élite de l'arrondissement de Biwa et du Nyong-Ekele en général de nous mettre ensemble pour pouvoir construire notre département. Parce que ce n'est pas le chef de l'État qui viendra construire ce département, c'est nous les fils de ce département. Cette initiative des soins gratuits devait faire tache d'huile dans les autres arrondissements que compte le département du Nyong-Ekele. Dans l'escale internationale, l'Europe souhaite contenir les immigrés africains au Niger et au Tchad. L'objectif est de filtrer les demandeurs d'asile et des immigrés clandestins. Cependant, les présidents nigériens et tchadiens ont insisté sur le volet développement socio-économique pour mettre fin à l'activité dangereuse des passeurs. Reportage Donald Anouzwa. La France, dans sa posture de pays organisateur du mini-sommet sur la migration, suggère qu'en termes de gestion maîtrisée et contrôlée des flux migratoires en provenance d'Afrique, que soient identifiés les migrants qui ont droit à l'asile à partir du Niger et du Tchad. Par cet acte, les Européens veulent ouvrir une voie légale d'immigration vers leur continent en évitant la Libye. De leur côté, les dirigeants africains présents à Paris attendent des Européens un engagement plus important dans la lutte contre l'immigration illégale. Il s'agit d'Idriss Déby Itno du Tchad, de Mahamoudou Issoufou du Niger et du chef du gouvernement d'entente nationale libyen, Fayez al-Sarraj.
Prenant la parole devant ses homologues africains et européens, le président nigérien a expliqué que son pays a conçu un plan de lutte contre la migration clandestine avec un aspect sécuritaire de grande importance, un peu moins que la dimension liée au développement. De son côté, le chef de l'État tchadien a dit attendre des partenaires européens un effort financier encore plus important dans l'aide au développement. Quant au Libyen Fayez al-Sarraj, il a sollicité des équipements modernes pour les gardes-côtes qui font face au passage des migrants en mer. Dans la déclaration finale du mini-sommet, les Européens qui reconnaissent la nécessité d'augmenter l'aide au Niger et au Tchad promettent aussi davantage de coopération sécuritaire et judiciaire avec une présence militaire sur le terrain pour prévenir les flux vers la Libye. Des publi-reportages dans ce journal, le laboratoire Biopharma aux côtés des orphelins de la Sûreté nationale. Cette entreprise citoyenne leur a donné de nombreux paquets de produits cosmétiques, mais aussi des bourses scolaires. C'était lors d'une cérémonie de remise de matériel scolaire aux enfants dont les parents sont tombés sur le champ d'honneur durant les nombreuses batailles sur le front de guerre contre le terrorisme. Reportage. Avec un chèque de 3 millions de francs CFA et pas moins de 500 paquets de produits cosmétiques, Biopharma a marqué d'une empreinte particulière la cérémonie de remise de manuels scolaires aux orphelins de la Sûreté nationale. À travers cette action citoyenne, Biopharma confirme son engagement sur le terrain de l'assistance aux couches vulnérables et partant celui de la promotion de l'excellence scolaire. Et c'est la Miss Biopharma 2017, rayonnante de beauté, qui a accompli le devoir de remettre le chèque de 3 millions à la présidente de l'association des épouses des fonctionnaires de police et assimilés. Ce fut un plaisir pour moi, j'ai été très honorée de pouvoir assister à cette remise de manuels scolaires aux enfants orphelins de la Sûreté nationale. C'est toujours un plaisir de savoir que nous avons la main sur le cœur pour les nécessiteux. Et comme vous le savez si bien, les laboratoires Biopharma ont participé parce que l'une de nos valeurs, c'est le partage. Un moment empreint d'émotion, vécu par plusieurs personnalités, au rang desquelles le ministre des Affaires sociales, Irène Pauline Guéné, n'a eu de mots que pour dire merci au laboratoire Biopharma. Je pense tout simplement que c'est une excellente initiative. Ça permet aux enfants de commencer l'année scolaire avec un peu plus de sérénité, avec le sourire, comme vous avez dit. Et je pense que c'est un exemple à suivre. Nous lançons un appel aux fondations qui œuvrent dans la solidarité. Et je crois que l'exemple ici a été donné aujourd'hui avec la Fondation des Perles de Fréville et puis Biopharma. Une gratitude corroborée par Philomène Bargangele, qui préside aux destinées de la Police Women Association. Nous voulons dire grand merci parce que le merci ne représente rien par rapport à ceux qui ont voulu participer à la cérémonie pour rehausser l'éclat de cette cérémonie par rapport à nos orphelins. Nous voulons vraiment du fond du cœur remercier toutes ces sociétés. Débordant de joie et habité par une immense émotion, les bénéficiaires de l'appui des laboratoires Biopharma n'ont également pas fait l'économie des mots pour saluer ce qu'ils considèrent comme un énorme coup de pouce par ces temps difficiles de préparation de la rentrée scolaire. Je tiens vraiment à remercier les laboratoires Biopharma pour leur initiative à nous offrant ces matériels scolaires et nous espérons que dans l'avenir, ils vont continuer à promouvoir l'excellence scolaire pour permettre aux jeunes comme nous qui sommes orphelins de pouvoir aussi compter et continuer à aller à l'école pour réussir dans la vie. Une longue vie au laboratoire Biopharma et qu'il multiplie de telles initiatives. Acteur majeur de l'éducation au Cameroun, Biopharma a toujours prôné et encouragé l'excellence scolaire. Qui plus est, en faveur des couches vulnérables, à l'instar des orphelins dont les parents sont morts pendant les opérations de protection des personnes et des biens. En tant qu'entreprise citoyenne, ce fut un honneur pour nous d'accompagner cette remise de dons aux orphelins de la Sûreté nationale. Il faut dire que c'est un événement qui est en parfaite accordance avec les valeurs que nous prenons au quotidien, à savoir le vivre ensemble, l'esprit d'équipe et le partage. Le soutien apporté aux orphelins via la Police Women Association est bien la preuve de cet engagement social et citoyen des laboratoires Biopharma, leader du cosmétique au Cameroun. D'autres âmes sensibles se mobilisent pour changer le quotidien des enfants atteints des troubles du développement, leur redonner le sourire et surtout la joie de vivre.
Reportage. Le paradis des petits, c'est ici. À l'Arche de Marie, le maître d'Esséen reçoit ses convives sans discrimination. Ok, bon, déjà l'Arche de Marie, c'est un centre de loisirs donc à destination des enfants à la base. Donc du coup, enfants autistes, enfants dits normaux, nous avons dit bon, en tout cas on les reçoit ici là avec plaisir. La journée récréative, organisée en ces lieux par Espoir Éduc Enfants TDI, vise à rompre avec la réclusion, cet isolement permanent dans lequel vit l'enfant autiste. Organiser une journée récréative, pour nous, c'est une façon d'amener les parents à comprendre que les enfants peuvent aussi faire autre chose qu'apprendre. Et aussi, ils apprennent aussi par les jeux. Donc, venir jouer avec les autres est une façon de les associer à la vie des autres. C'est-à-dire qu'ils doivent aussi être avec les autres. Il n'y a pas que les enfants autistes aujourd'hui, il y a d'autres enfants aussi qui sont venus les accompagner, donc pour les motiver aussi. Donc organiser une journée aujourd'hui, pour nous, c'était beaucoup plus dans le sens de sortir également. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants encore sous les lits. Donc que les parents aient le courage de sortir avec les enfants. On peut les aider, ils peuvent s'entraider entre eux. En jouant ensemble, ils peuvent apprendre de l'autre. Chez les bénéficiaires de la journée récréative, l'air est plutôt à l'action. Les enfants vivant avec des troubles du développement infantile prennent du plaisir à jouer à la chaise musicale. La partie de piscine organisée à leur intention est un véritable régal. Des tunnels au glissoir en passant par les balançoires, l'adresse des joueurs tutoie aisément celle dont ferait preuve un enfant épargné de l'autisme. Pour les parents, il n'est plus question de garder son enfant enfermé. Qu'est-ce qui apporte à mon enfant qui est malade? Ça le permet de d'abord s'épanouir, surtout qu'il est toujours enfermé à la maison. Et ça le fait voir aussi qu'il n'est pas le seul qui est atteint de cette maladie sur Terre, que c'est une maladie qui frappe plusieurs enfants. Et moi-même, ça m'a dit qu'il frappe plusieurs enfants. Et moi-même, ça me fait aussi plaisir de rencontrer d'autres parents qui ont la même souffrance que j'endure aujourd'hui. Je me croyais toute seule. Espoir Éduc TDI qui a été mis sur pied pour en découdre avec l'injustice du contexte socio-éducatif dans lequel évoluaient les enfants vivant avec des troubles du développement infantile ne s'est pas détourné de cet objectif. Espoir Éduc Enfants autistes est une association créée en 2015 dans le but de servir premièrement de forum d'échange entre parents d'enfants atteints de ce handicap, parce que nous sommes partis du constat que beaucoup de parents à qui on diagnostiqué ce problème chez leur enfant ne savaient pas quoi faire. Donc c'est un forum d'échange pour des retours d'expérience, pour nous entraider. Par ailleurs, nous sommes à la recherche de sponsors, de mécènes qui puissent nous aider à prendre en charge nos enfants, parce qu'en fait, l'autisme, c'est un handicap qui est extrêmement lourd à prendre en charge ici au pays. Au-delà de son volet ludique, la journée récréative du samedi 26 août, organisée en faveur des enfants autistes, était aussi l'occasion pour l'association Espoir Éduc TDI de partager un repas avec ses enfants, de leur remettre des fournitures et manuels scolaires en cette veille de rentrée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Signé du secrétaire général, on retient deux choses. C'est que les travailleurs qui n'ont jamais été pris en charge dans la liquidation des droits des ex-temporaires du chantier naval doivent saisir par requête individuelle, dûment signée, l'inspection du travail du littoral qui se chargera de transmettre la liste des requérants au chantier naval dans les meilleurs délais afin que celui-ci se prononce au cas par cas. Comme deuxième recommandation, les ex-temporaires qui dénoncent les irrégularités dans le traitement de leur dossier sont invités à saisir les juridictions compétentes conformément à l'article 39, alinéa 3 du Code du travail pour en demander l'annulation. Ce que les ex-temporaires concernés n'entendent pas de cette oreille
Dans le reste de l'actualité, la prison centrale de Bafoussam elle est elle aussi confrontée à une surpopulation carcérale. Environ 1000 détenus vivent dans la promiscuité et la précarité. Dans ce pénitencier vétuste, de simples prévenus constituent la moitié des détenus. Ils vivent l'enfer carcéral sans l'espoir de respirer un jour un air de liberté. Dalaftiana et Jean-Paul Chouniat. Entrée en service en 1973, la prison centrale de Bafoussam, comme le reste à travers le pays, croule sous le poids de l'âge. En 44 ans d'existence, de profondes rides révèlent à tout visiteur la vieillesse de ce pénitencier. Les signes ambiants de promiscuité dans sa cour principale laissent transparaître l'inconfort des dortoirs, cuisine, toilettes, interdits aux caméras de télévision. Dans cette atmosphère ultra polluée, malbouffe, eau usée et autres déchets mettent à mal la vie des détenus à la santé précaire. L'autre malaise né au fil des années dans ce milieu carcéral, c'est sa surpopulation. Construite pour accueillir moins de 500 personnes, la prison de Bafoussam compte à ce jour plus de 1000 détenus, en majorité prévenus, en attente de jugement depuis de longs mois, ou parfois victimes d'abus judiciaires. Il y a plusieurs qui sont encore là parce qu'ils n'ont pas payé de temps. Et ça, c'est notre préoccupation principale. Nous recueillons tous ces cas qui n'ont pas d'assistance judiciaire. Et nous voyons pendant quelques temps qu'ils ne sont pas jugés parce qu'ils sont d'avocats pour le. Depuis quelques mois donc, l'association Avocats sans frontières humanitaires sillonne les prisons du pays pour mener des consultations juridiques et statuer sur le cas de chaque détenu. Nous diagnostiquons la situation carcérale de chaque détenu. Par rapport au problème de l'expulsion, on a inséré des questionnaires qu'on recueille et puis les informations qu'on va en commission statuer sur les cas qu'on doit prendre en charge. À ce jour, la prison centrale de Bafoussam compte 1000 pensionnaires, dont 30 femmes et 35 mineurs, sous la surveillance d'un personnel en sous-effectif. À quelques heures de la fin des inscriptions sur les listes électorales, on note un certain frémissement chez les potentiels électeurs, notamment dans le centre-ville de Douala où des Camerounais se mobilisent pour faire entendre leur voix lors des prochaines échéances électorales. Reportage Mitterrandam et Kate Diarra. C'est la grande affluence dans de nombreux points d'inscription et les CAM. Au lieu-dit Bépanda-Mala, dans le 5e arrondissement, de nombreux citoyens retardataires se sont passés le mot. D'aucuns, attentifs à l'actualité, n'ont pas voulu passer sur l'occasion, tandis que d'autres se sont laissés convaincre par des militants de mouvements politiques, à l'instar de cette dame, qui va ramener avec elle de nombreuses ménagères. On a fait la descente sur le terrain et on a bien sensibilisé les militants. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on aura plus de 500 militants qui vont s'inscrire. Il est vrai que c'est la dernière heure, mais comme disent les anglophones, la last time be time. À Douala Premier, au point fixe installé en face de l'hôpital de district de Daïdo, les citoyens s'enchaînent, avec chacun leur raison. Bon, les années intérieures, je n'étais pas intéressé, vu la politique en cours. Mais l'année-ci, je ressens le besoin parce que je veux vraiment le changement. Et je vois que le changement passe d'abord par s'inscrire de 1 et de 2 voter. S'ils ont attendu les derniers jours pour venir s'inscrire, il n'en demeure pas moins vrai que de nombreux Camerounais ont compris le sens véritable de cette action. C'est un pays jeune, 125 millions d'habitants avec plus de 60% de jeunes. Et si on reste, on ne s'inscrit pas, on dit que tout sera toujours comme avant, rien ne va changer. Le changement peut être positif et négatif. Donc c'est à nous maintenant, la population, de savoir quel changement sera bon pour nous. Du côté des LECAM, on rassure. L'engouement des derniers jours ne causera pas de difficultés dans le système, l'appareil étant habitué à ce genre d'affluence. Dès le dernier mois, c'est-à-dire dès le mois d'août, mais un dispositif particulier est pris pour gérer le phénomène parfaitement connu de l'engouement de la dernière heure. De nombreuses dispositions ont été prises. Une accélération de la cadence du déploiement de nos équipes sur le terrain. C'est pratiquement tous les jours, de lundi à dimanche, et jusqu'à des heures particulières. Le nombre de personnes handicapées au Cameroun aujourd'hui constitue une masse électorale importante. Nous pouvons, par notre effectif, influencer considérablement le processus électoral. Au marché Mokolo, dans le 2e arrondissement, la mobilisation annonçait également les couleurs d'une course contre la montre.
l'Association des sauveteurs du Cameroun a cru devoir mobiliser ses membres. Et nombreux sont ceux qui se sont bousculés au poste d'inscription, motivés par l'artiste mathématique de Petit Pays. Mon rôle, c'est mobiliser tous mes camarades à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis plus de 3 mois que nous menons ce travail au marché de Mokolo et dans toutes les régions de notre pays. Donc les sauveteurs sont prêts. Le moment opportun, nous allons démontrer à travers les urnes que nous, on s'est valablement préparés pour cette élection. À 48 heures de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, il est qu'en fait feu de tout bois pour enrôler le maximum de retardataires. Ainsi, les églises, les marchés, les grands carrefours et autres lieux de rassemblement populaire sont mis à contribution pour les besoins de la cause. Le bilan sera fait au lendemain du 31 août 2017. Parlons à présent de la consommation excessive de l'alcool sur le continent africain. Selon l'OMS, le Cameroun fait partie du top 12 des pays africains où l'alcool est très consommé. Et tenez-vous bien, le Gabon enregistre parmi sa population 9 litres d'alcool consommés en une année par un seul individu. Selon les chiffres évoqués par le Gabon, qu'est-ce qui est évoqué par l'OMS, qu'est-ce qui explique cette consommation excessive d'alcool sur le continent africain? Élément de réponse avec Warren Zede et Sylvestre Hippolyte Zangao. Des tables envahies de bouteilles de bière. De telles images sont fréquentes au Cameroun et dans d'autres pays africains. La consommation abondante d'alcool sur le continent amène régulièrement l'OMS à tirer la sonnette d'alarme sur les dangers liés à la consommation abusive de l'alcool. L'Organisation mondiale de la santé fait d'ailleurs un classement des pays africains qui s'illustre par une grande consommation d'alcool en se basant sur le nombre de litres ingurgités par un individu en une année. Le Cameroun y arrive à la 12e place avec au moins 5 litres d'alcool consommés par un Camerounais par an. Le Gabon arrive en tête de ce classement africain. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un Gabonais consomme au moins 9 litres d'alcool en une année, ce qui classe également le pays deuxième mondial, juste derrière la République tchèque. L'Afrique est donc bel et bien dans le hit parade. Et selon le sociologue Bertrand Magloire Ndogmo, plusieurs raisons expliquent cette réalité. Il y a 3 fonctions essentielles que remplissent la consommation massive et excessive de l'alcool en Afrique. La première est une fonction de refuge, une fonction qui permet aux jeunes ou aux consommateurs de manière générale de trouver un refuge dans les espaces jouissifs comme ces espaces de consommation d'alcool. La seconde fonction est une fonction de consolation, une fonction psychologique qui permet à celui qui consomme de se mettre à la hauteur de la consommation dans la mondialisation. C'est-à-dire que plus il consomme, plus il se sent à la hauteur de la mondialisation. Il sent qu'il a un certain standard de vie que la vie quotidienne ne lui offre pas, mais qu'il peut s'offrir en l'espace de quelques instants de consommation de bière. La dernière fonction est une fonction qui est une fonction de voile, qui est psychosociale et avec des aspects aussi politiques. Le niveau de vie précaire de manière générale, c'est une vie sans emploi, c'est une vie sans enfants, c'est une vie sans mariage, c'est une vie sans accès aux soins sanitaires. Quand on s'y réfugie comme ça, c'est un peu comme de la drogue. On voit dans des milieux de grande paupérisation, comme les prisons ou dans la rue, quand on consomme des stupéfiants, on se sent dans un état second. C'est exactement la même chose. En 2016, un autre rapport de l'Organisation mondiale de la santé indiquait qu'en Afrique, entre 2001 et 2015, le taux de maladies liées à la consommation excessive d'alcool a augmenté de 14%. Parlons à présent de ces consultations médicales gratuites organisées pour des couches sociales défavorisées. C'est l'une des activités menées en cette période des fins des vacances dans certaines localités situées dans le Nyong-Ekele. Reportage Étienne Pascal Azégué. C'est une véritable manne qui est tombée du ciel pour les populations du village Sompoa dans l'arrondissement de Bioua. Elles qui ont pu se faire consulter, dépister et même se soigner gratuitement par une équipe de médecins et médecins spécialistes venus de Yaoundé. Certains patients qui traînaient depuis des lustres certaines pathologies graves, faute de moyens financiers, ont été traités. Je suis parti à l'hôpital de la Caisse, ils m'ont demandé 12 000. Les frais de l'opération, il n'y avait pas moyen. L'agent de transport même quittant du village Songa pour Yaoundé, c'est 7 000 francs aller et retour, plus 12 000 francs. J'étais défaillant, un villageois. Vivant au village, il n'y avait pas de moyens. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre aujourd'hui dans la vie de ces anciens malades. J'ai retrouvé ma santé sans souffrance. Aucune souffrance, avec tout le médicament complet.
Les problèmes des yeux, j'ai ça pendant des années. Mais j'ai eu les... Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'interminable attente de la libération des leaders de la crise anglophone. Cet espoir ne tient qu'à un fil dans les couloirs de la justice où le flou persiste sur le sort réservé aux leaders et activistes de cette crise qui ne cesse de se radicaliser à tel point que le spectre d'une année scolaire blanche hante déjà le gouvernement. À cette occasion de la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon, vous verrez dans ce journal comment plusieurs établissements scolaires publics présentent encore des visages lugubres et des campus impraticables et insalubres pour des enfants qui s'apprêtent à renouer avec le chemin de l'école. Et à 2 jours de la fin des inscriptions sur les listes électorales, plusieurs Camerounais se bousculent dans les centres-villes, notamment à Douala, pour faire entendre leur voix pour l'année électorale prévue en 2018. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une interminable attente pour la libération des leaders et activistes interpellés dans le cadre de la crise anglophone. Cet espoir ne tient qu'à un fil dans les couloirs de la justice où ce jour, une décision était attendue pour une mise en liberté sous caution, mais le flou continue de persister autour du sort réservé aux leaders de cette crise anglophone. Nos reporters étaient présents sur les lieux. Des précisions avec Guy Zogo et Emmanuel Diop dans ce reportage. C'est une journée d'attente qu'on aura vécue ici au tribunal de grande instance d'Unfundi aujourd'hui dans le cadre de l'affaire des leaders anglophones emprisonnés. Prévu initialement à 10h, puis à 14h, c'est finalement à 17h30 qu'en guise d'audience, la présidente du tribunal de grande instance d'Unfundi a reçu les conseils de la défense dans son cabinet et il en est ressorti une information principale. L'affaire est renvoyée pour le 5 septembre prochain. Mais pour en arriver là, il a fallu d'abord une protestation véhémente des conseils de la défense. Alors qu'il était 15h, ils se sont rendus dans le cabinet du procureur du tribunal de grande instance d'Unfundi pour protester contre le fait que le procès prévu pour démarrer à 10h n'avait toujours pas commencé depuis 5h. Et finalement, c'est à 17h30 que la présidente du tribunal a bien voulu les recevoir pour envoyer l'affaire. Il faut savoir que la défense dans l'affaire des leaders anglophones emprisonnés demande la remise en liberté provisoire de ceux-ci selon l'habeas corpus. L'habeas corpus qui est une disposition de la common law qui prévoit que des prévenus puissent être mis en liberté contre paiement d'une caution. C'est depuis juin dernier que cette demande a d'abord été formulée auprès du tribunal militaire, rejetée, et puis cette fois-ci, selon les prescriptions du Code de procédure pénale, seul le tribunal de grande instance d'Unfundi est donc habilité à connaître de cette affaire. En septembre prochain, on en saura donc davantage sur le sort réservé à ces leaders anglophones qui restent emprisonnés à Kondengui aujourd'hui. Emmanuel Diop, Guy Zogo, au tribunal de grande instance d'Unfundi à Yaoundé pour Equinox Télévision. Et ce maintien des leaders de la crise anglophone en prison ne cesse de radicaliser le mouvement de contestation sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, à tel point que le spectre d'une année scolaire blanche hante déjà le gouvernement camerounais. Et lors d'une sortie du ministre de la Communication, il a fait savoir que le gouvernement compte montrer les muscles et employer la méthode forte pour garantir une rentrée scolaire en toute sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le ministre de la Communication qui a également évoqué de nombreuses mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif anglophone dans ces 2 régions, mais aussi dans le reste du pays. Et toujours dans ce chapitre consacré à l'éducation, à quelques jours de la rentrée scolaire, plusieurs établissements scolaires publics
présentent des visages lugubres, des campus insalubres et impraticables pour des élèves qui doivent pourtant reprendre le chemin de l'école dans quelques jours. C'est le constat que fait Flavien Valodongo dans ce reportage. Si cette école était destinée à l'aviculture, on élèverait des poissons dans ces petits lacs. Malheureusement, nous sommes à l'école primaire d'application Petit Jos à Douala, capitale économique du Cameroun. Envahi par des herbes qui discutent Particulièrement avancé, que nos équipes se déploient sur le terrain à l'effet de ratisser le plus large possible et donner aux Camerounais qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu s'inscrire entre-temps, de le faire. Passer l'étape des inscriptions et les CAMA jusqu'au 30 décembre plus tard pour promulguer les chiffres officiels. Les données ont été définies par le législateur. Il y a des dates bien précises qui obligent l'élection du Cameroun au 30 décembre au plus tard à mettre à la disposition du public le fichier électoral définitif. En attendant cette date, les citoyens inscrits pourront déjà se rendre dans leurs différents points pour entrer en possession de leur carte d'électeur. À la différence des années passées, il y a une nette évolution. En quelques jours, il est possible désormais pour les électeurs qui s'inscrivent d'entrer en possession de leur carte. 2018 pourrait être une année électorale sous haute tension, mais des femmes envisagent déjà d'épargner le pays des conflits nés de cette période électorale. Elles viennent de se réunir à Yaoundé dans le cadre d'une causerie éducative sur le rôle des femmes dans la préservation de la paix en période électorale. Joël Essengue et Aïk Cyril. 2018 s'annonce avec son cortège de consultations électorales. Les femmes s'organisent pour prévenir les conflits que pourraient engendrer ces joutes électorales. La femme a un triple rôle. Le rôle reproducteur, le rôle producteur et le rôle communautaire. C'est elle qui donne naissance aux enfants. Et à ce titre, elle peut agir, elle peut avoir un impact en termes d'éducation qu'elle donne à l'enfant. Elle peut influencer en tant qu'éducatrice. Les valeurs qu'elle enseigne, les valeurs qu'elle donne aux enfants, à son entourage, peuvent permettre à la femme d'impacter, de transformer positivement son entourage. La femme agit à plusieurs niveaux. C'est elle qu'on va retrouver à l'église, c'est elle qu'on va retrouver à la chefferie dans les réunions. Et généralement, elle prend la parole. À ce moment, elle peut prendre la parole pour appeler les gens à revenir à des meilleurs sentiments en cas de conflit, ou alors à utiliser des méthodes non violentes. L'initiative est portée par la section Cameroun de Women International League for Peace and Freedom. Une initiative bien accueillie par les pouvoirs publics, dont les efforts en matière de préservation de la paix en période électorale ont souvent été infructueux. La paix n'est pas une donnée préétablie, on la construit tous les jours. On construit la paix tous les jours. Notre rôle, le rôle du ministère de la promotion de la femme et de la famille, consiste à montrer aux femmes l'importance de la paix dans notre pays, comment on la construit au quotidien, à travers la préservation et la prévention des actes de violence dans la famille. Pour bien faire passer le message, une causerie éducative a rassemblé des femmes des différents arrondissements de la ville de Yaoundé. À l'occasion, il a été annoncé la création d'une cellule de veille chargée de recevoir des alertes avant, pendant et après les élections. Cette initiative est menée par la plateforme Femmes Camerounaises pour les élections pacifiques que coordonne WILF. Nous recevons déjà des coups de fil du terrain. Ça, c'est notre propre numéro, mais nous allons avoir des lignes qui seront ouvertes pour permettre à tous les acteurs de saisir la salle de veille en cas de pépin. Femmes camerounaises pour des élections pacifiques, c'est le credo de WILF Cameroun. L'organisation mène également un plaidoyer pour la mise en œuvre de la résolution 1325 qui traite de l'implication des femmes dans les processus de préservation de la paix. Des plateformes des personnes handicapées et associations de commerçants comptent également faire entendre leur voix lors des prochaines élections au Cameroun. Elles mobilisent toutes ces couches sociales afin qu'elles s'inscrivent sur les listes électorales. Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Les personnes handicapées ont su saisir la balle au bon pour s'inscrire sur les listes électorales à l'initiative de l'Association des parents et amis solidaires du handicap. Plusieurs postes d'inscription ont été déployés au quartier Toguébé, dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Les handicapés sont des humains
Et par le fait même, ils ont le droit au vote parce qu'ils ne vivent pas à la périphérie du monde. Mais comme nous vivons chaque jour avec eux, nous connaissons les difficultés auxquelles ils sont en but. Ils ne se déplacent pas facilement. Et c'est pourquoi nous avons estimé que comme la clôture c'est le 31, il faut qu'on se batte pour les regrouper, pour qu'ils soient aussi partie intégrante de ce que nous faisons dans le pays. J'invite tous les handicapés, des handicapés visuels, à venir s'inscrire et à prendre leur carte d'électeur pour jouer pleinement leur rôle de citoyen. La cible ne s'est pas faite prier pour accomplir ce devoir civique. Nous pensons que c'est participer à la chose publique et le voter est un droit absolu de tous les citoyens. Le premier moyen de participation, forcément, c'est le droit de vote, qui est à la fois un droit et un devoir, bien sûr. Et il faudrait noter aussi que l'espace de vie avec le personnel, des salles de classe abandonnées et dans un état de délabrement très avancé. Une autre, par contre, transformée en un atelier de menuiserie. C'est le visage que présente cet établissement public primaire qui entend accueillir les élèves le 4 septembre prochain. Par ailleurs, jour de rentrée scolaire au Cameroun. Cette école n'avait pas cette physionomie. Mais aujourd'hui, les murs sont délabrés, l'eau ne circule même pas, les caniveaux sont bouchés, tout est dans l'eau. L'école est dans l'eau. Mais les herbes ont poussé, regardez vous-même. Ça ne me donne pas l'envie d'inscrire mon enfant ici. Cette année-là, non, je suis désolé. Le parent qui manifeste son indignation se souvient que cette école primaire publique, située en plein cœur de Bonandio à Douala, aurait formé certains dirigeants du pays qui semblent ne pas s'inquiéter à son état physique qui s'apparente à une école de l'arrière-pays. L'école Jos, c'est au cœur de la ville de Douala. Et quand on parle de la ville de Douala, c'est la capitale économique, là où la porte d'entrée, vraiment c'est honteux. Pourtant un milieu qui a formé énormément de grands cadres de ce pays. Des élèves vont-ils entamer des cours le 4 septembre prochain dans cet environnement insalubre? Dans l'une des directions des groupes, on spécule. Les lacs, nous ne savons pas comment les gérer pour l'instant. Bon, on s'est dit que avec peut-être l'aide de la communauté urbaine, on pourra gérer cela. Et dit que d'ici lundi, nous serons à jour. Si c'est côté propreté, ne vous inquiétez pas. À l'école publique d'application d'Akwa à Douala, au-delà des herbes qui tutoient les salles de classe, une partie de la cour, occupée par les activités de la communauté urbaine de Douala, a été transformée en un lieu de fabrique de briquettes et abandonnée par la suite. Oui, c'est tout un chantier que nous avons emprunté à la communauté urbaine par rapport aux travaux de réhabilitation de la rigole qui passe à l'extérieur. Ils ont déjà envoyé une équipe depuis ce matin, c'est la pluie qui les a empêchés de dégager. Donc plus tard lundi, nous souhaitons et nous espérons que ce sera fait. Toute chose qui pourrit l'environnement de cette école qui entend recevoir des apprenants dès le 4 septembre prochain, si rien n'est fait. De nombreux doutes persistent également sur le démarrage effectif du train de la rentrée scolaire à Bikok, dans cette localité située dans le sud. Aucun aménagement n'a été effectué sur les toitures endommagées des bâtiments du lycée bilingue de Bikok dans la région du sud. Vous le voyez en image, depuis octobre 2016, les élèves et enseignants ont du mal à travailler à la merci des intempéries et rien n'a été fait pour aménager ces toitures endommagées des bâtiments du lycée bilingue de Bikok dans la région du sud. Et c'est dans ces circonstances que les élèves doivent reprendre le chemin des classes le 4 septembre prochain. C'est une désillusion totale pour des extemporaires du chantier naval et industriel du Cameroun. Après avoir manifesté durant plusieurs jours devant le ministère du Travail à Yaoundé pour dénoncer la mauvaise répartition de leurs droits, ils ont été insatisfaits des quelques solutions gouvernementales, lesquelles ne donnent aucune garantie à moyen terme du paiement intégral de leurs droits. Mécontents, ces extemporaires du chantier naval et industriel du Cameroun comptent saisir le Premier ministre, Élisée Bogba et Marcelin Gansop. C'est en rang serré que les extemporaires du chantier naval ont investi l'une des entrées des services du Premier ministre après un sitting au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Depuis la semaine passée, nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe. Et nous sommes ici là. Avant d'arriver ici, non pas de quelque part, nous sommes quittés du Premier ministère pour le ministère du Transport. Le ministère du Transport, il nous a ordonné ici. Et si on arrive ici, on n'a pas gain de cause, on doit se rapprocher près du Premier ministère.
Ils sont venus dire de vive voix à Philémon Yang que le dossier de régularisation de leur paiement n'avance pas. Une commission de discipline ad hoc a pourtant été créée le 9 janvier 2015 avec pour mission principale de statuer sur les irrégularités qui ont émaillé le paiement des droits de ces extemporaires. Depuis lors, les réunions se sont multipliées pour finalement accoucher d'une souris, selon ces extemporaires. On a eu à payer les extemporaires. On a commencé à payer des extemporaires en 2010 jusqu'en 2012. Il y a toujours eu des irrégularités. Donc après cela, ils ont sorti une commission en 2015, toujours statuée sur le personnel extemporaire. Nous avons vraiment besoin d'entrer en possession de nos droits. Parce que ça a été très mal fait. Parce que s'il y a eu une première commission, où il y avait un comité ad hoc, et maintenant on se retrouve dans une deuxième commission, et on se retrouve dans une troisième commission, où on nous fait signer sur les papiers volants. Au Premier ministère, il leur a été demandé de constituer une équipe de délégués pour une éventuelle rencontre avec le chef du gouvernement. Quant aux autres extemporaires, le sous-préfet de Yaoundé 3, appuyé par les forces de l'ordre, s'attelait, lorsque nous quittions les lieux, à les disperser dans l'attente de ce qui sortira des échanges à l'immeuble Étoile. Mais déjà, dans un communiqué sanctionnant la concertation qui s'est tenue au ministère du Travail et